La guerre civile fait rage depuis 3 ans. Le 28 février 1864, la bataille d'Olustee va définir le rôle de la Floride dans la guerre entre les États, avec l'Union désireuse de reprendre l'État et ses ressources, et la Confédération se battant pour les conserver. Cette bataille sera l'une des plus sanglantes de l'histoire de la guerre. Qui sortira vainqueur, debout au milieu du carnage du champ de bataille ? L'un des camps peut-il prendre suffisamment l'avantage dans une bataille aussi équilibrée ? Et la victoire en Floride changera-t-elle le cours de la guerre ? Au milieu des années 1800, après avoir vaincu une fois de plus les Britanniques, lors de la guerre de 1812, l'Amérique était devenue une nation bouillonnant de troubles internes. La légalité et les positions morales concernant la possession d'esclaves, à travers l'expansion vers l'ouest, est devenu le centre d'un débat qui devient rapidement l'œil du cyclone, une tempête qui menace de déchirer le pays. Cela provenait principalement du compromis du Missouri de 1820 qui interdisait la possession d'esclaves dans tout nouvel État et a été aggravé par la loi Kansas-Nebraska qui a introduit la souveraineté populaire, c'est-à-dire la capacité pour les territoires de voter sur la question de la possession d'esclaves. Au moment où Abraham Lincoln s'est présenté à la présidence en 1860 sous la bannière d'un parti fondé pour s'opposer à l'esclavage, le Parti républicain, l'Amérique commençait à se déchirer. Lorsque Lincoln a remporté la présidence sans un seul vote électoral du Sud, la Caroline du Sud s'est rebellée en faisant sécession de l'Union le 20 décembre 1860. Le Nord et le Sud étaient maintenant plus divisés que jamais auparavant. Sans avoir exprimé un seul vote pour Abraham Lincoln en 1860, la Floride fut le troisième État à faire sécession du gouvernement fédéral le 10 janvier 1861. Le mois suivant, ces États se déclarèrent les États confédérés d'Amérique. Leur président, Jefferson Davis, serait basé à Richmond, en Virginie. La Floride avait d'abord été une colonie espagnole, puis une colonie britannique. En 1784, elle retomba une fois de plus entre les mains des Espagnols après la Révolution américaine. À cette époque, la Toroclille, la Floride devint un refuge pour les esclaves espérant échapper aux chaînes de leurs maîtres. Le 10 mars 1821, le général André Jackson, qui avait contribué à mener le pays à la victoire lors de la bataille décisive de la Nouvelle-Orléans pendant la guerre de 1812 et qui avait combattu la population indienne de Floride lors de la première guerre séminole quelques années auparavant, fut nommé commissaire des États-Unis par le président Jacques Monroe. Jackson occuperait ce poste aussi longtemps qu'il lui faudrait pour organiser un gouvernement territorial en Floride. Le 17 juillet de cette année-là, l'Espagne céda officiellement la Floride aux États-Unis et Jackson quitta son poste quelques mois plus tard. Avec un nouveau gouvernement d'État installé à Tallahassee, la population croissante de la Floride était un mélange d'Américains venant des États du Sud des plantations, de Noirs et de tribus indiennes autochtones. Parce que ces tribus vivaient sur des terres convoitées par les colons blancs, et aussi parce qu'elles étaient connues pour abriter des esclaves en fuite, les colons ont fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il expulse la population indienne.
En 1840, la Floride comptait une population de 54 477 habitants, dont environ la moitié étaient hommes des esclaves. La Floride a été admise comme le 27e État le 3 mars 1845 et en 5 ans, sa population avait atteint 87 745 habitants, dont 39 000 esclaves et 1000 noirs libres. Le jour où la Caroline du Sud a fait sécession en 1861, le major américain Robert Anderson et sa petite troupe de 85 soldats étaient placés dans le fort Moultrie, le long du port de Charleston. Le 26 décembre, Anderson a déplacé ses hommes vers le fort Sumter, plus fortifié, situé au milieu du port. Alors que les forces confédérées occupaient les bastions fédéraux, des unités comme celle d'Anderson étaient essentiellement coupées de toute aide fédérale dans leurs nouveaux territoires étrangers. Anderson a refusé de rendre le fort Sumter aux forces confédérées le 11 avril et, à 4h30 le lendemain matin, le fort a résisté à un bombardement de 34 heures. La guerre de sécession avait officiellement commencé. Pendant que le major Anderson tenait bon au fort Sumter, les forces de l'Union ont débarqué près de Pensacola, en Floride, le 12 avril, pour renforcer le fort Pickens. Bientôt, ils se sont retrouvés dans une impasse de plusieurs mois contre l'armée confédérée. Lorsque cela s'est terminé en mai 1862, le fort Pickens était aux mains de l'Union et il le resta pendant toute la durée de la guerre. La région nord-est de la Floride tomba cette année-là, avec Fernandina, Saint-Augustin et Jacksonville désormais sous le contrôle de l'Union. La Floride a envoyé 15 000 de ses soldats hors de l'État pour combattre pour la Confédération, avec environ un tiers qui ne sont pas revenus à la fin de 1862. L'État, pendant ce temps, avait du mal à assurer sa propre protection militaire et les milices étaient encore dispersées. Même au début de la guerre, alors que l'Union parvenait à prendre pied dans tout l'État, la partie orientale de la Floride se sentait abandonnée par la Confédération qu'elle avait autrefois été si fervente à rejoindre. Une lettre du capitaine Pierson déclarait « Je regrette beaucoup d'avoir à vous informer qu'au moins les 3/4 des habitants du fleuve Saint John et à l'est de celui-ci aident et encouragent l'ennemi. » Avec des ressources déjà en diminution, la seule défense de la Floride avait été une milice assemblée à la hâte et inefficace. Lorsque le gouvernement confédéré a pris en charge toute la défense de l'État en janvier 1862, cette décision a abandonné les milices gérées par l'État, laissées dans le sillage des soldats de Floride qui partaient combattre dans d'autres États. Davantage de troupes ont été envoyées du côté de la Floride vers le Tennessee, alors que la Confédération subissait des défaites au fort Donelson et Henry dans le Tennessee au début de 1862. Malgré le soutien précoce et fervent de la Floride à la Confédération, l'État était considéré comme ayant un littoral trop vaste pour être défendu efficacement, et les seules troupes jugées nécessaires étaient celles qui défendraient la Géorgie contre l'entrée des forces de l'Union. Non seulement la Floride était l'État le plus vulnérable géographiquement, étant une péninsule, mais elle était aussi le plus éloigné et disposait de ressources limitées. Alors que la Confédération subissait les difficultés de sa première année, la Floride commença à souffrir sous le poids de ses propres faiblesses. Frustré par le refus de la Confédération de fournir des ressources à son État, le gouverneur de Floride, Milton Tuck, Milton, fit une déclaration prophétique dans une lettre adressée au secrétaire à la guerre de la Confédération en octobre 1862. Je présume qu'il n'y a aucun État où, en proportion des terres cultivées, des récoltes aussi abondantes de maïs, de pois, de pommes de terre et de canne à sucre ont été produites et qui offrira un approvisionnement plus abondant en porc et en bœuf qu'en Floride. L'ennemi est informé de ces faits et profitera des avantages que procure notre abondance au détriment des États confédérés.
En effet, à mesure que la guerre progressait, l'Union menait continuellement des raids en Floride tout en renforçant ses blocus autour de la côte. La défaite des Confédérés à Vicksburg en 1863 a entraîné l'arrêt des approvisionnements confédérés en provenance du Texas et de l'Arkansas. Et avec la diminution des moyens d'obtenir du bœuf et des légumes, la Floride devenait un atout de plus en plus important pour la Confédération qui les avait pratiquement abandonnés. Le New York Times, en 1864, estimait que près de 2 millions de têtes de bétail en Floride étaient envoyées, principalement par chemin de fer, pour nourrir les armées confédérées en Virginie et en Géorgie. Cela n'avait pas échappé au major général Quincy A. Gillmore, responsable du département fédéral du Sud en 1864. Ingénieur militaire originaire de l'Ohio, Gillmore est devenu un héros national lorsqu'il a joué un rôle clé dans le bombardement de 1862 et la reddition finale du fort Pulaski, tenu par les Confédérés, en Géorgie. L'intérêt de Gillmore pour la prise de contrôle de la Floride était non seulement d'exploiter les ressources de l'État, mais aussi de priver davantage l'armée confédérée de ses ressources, de perturber le service ferroviaire et de recruter des soldats noirs pour la cause de l'Union. Avec une année électorale à venir, il était également souhaité de ramener cet État désabusé dans le giron du gouvernement fédéral. Le président Lincoln, dans sa proclamation de reconstruction de décembre 1863, avait même exprimé l'espoir de voir la Floride revenir dans l'Union. Avec l'adoption du deuxième acte de confiscation du 17 juillet 1862, le président a officiellement reçu le pouvoir de recruter des personnes d'origine africaine dans l'armée de l'Union. À la fin de la guerre de sécession, l'Union comptait environ 178 975 soldats noirs, dont plus de 99 000 provenaient entre autres des États de confédérés. Environ 1000 de ces soldats venaient de la Floride seulement. Il devint également courant pour les régiments noirs, comme celui dirigé par le lieutenant-colonel Olivier T. Beard, de recruter des esclaves libérés sur place lors des raids. Selon lui, un esclave libéré à qui l'on donnait un mousquet commençait à se battre pour la liberté des autres. Dès le 15 janvier 1864, le général Gillmore demandait au secrétaire à la guerre la formation de brigades de couleur. Le 31 janvier 1864, Gillmore a exposé ses plans. Premièrement, obtenir un débouché pour le coton, le bois d'œuvre, la térébenthine et les autres produits de cet État. Deuxièmement, couper l'une des sources d'approvisionnement en vivres de l'ennemi. Il puise maintenant largement dans les troupeaux de Floride pour son bœuf et il prend des dispositions pour récupérer une partie du chemin de fer Ferdinandia et St. Marks afin de relier la voie de Jacksonville à Tallahassee avec Thomasville sur le chemin de fer Savannah, Albany et Gulf et peut-être avec Albany sur le chemin de fer du sud-ouest. Troisièmement, obtenir des recrues pour mes régiments de couleur. Quatrièmement, inaugurer des mesures pour le rétablissement rapide de la loyauté de la Floride conformément aux instructions que j'ai reçues du président. Le 4 février, Gillmore ordonna au brigadier général Seymour d'envoyer une partie des troupes, principalement venues de postes le long de la côte de Caroline du Sud, en Floride. Âgé de 39 ans, Seymour était diplômé de West Point et originaire du Vermont. Il avait servi dans les guerres du Mexique et de Floride, avait été présent lors de la première action de la guerre de sécession à Fort Sumter et avait été promu brigadier général en 1862. Blessé lors de son assaut infructueux contre Battery Wagner l'année précédente, il rejoignait l'invasion de la Floride après une absence des champs de bataille. Impétueux et agressif, Seymour avait la réputation d'être un commandant qui remportait la victoire au prix de lourdes pertes parmi ses propres hommes. L'invasion de la Floride allait prouver la justesse de cette réputation. Les forces fédérales, au nombre de 6 000, débarquent à Jacksonville le 7 février et s'emparent rapidement de la ville.
Le lendemain, ils prennent le contrôle des bases confédérées à Ten Mile Run et au camp Finnegan, attaquant ce dernier pendant la nuit. Un soldat déclara plus tard « Une chevauchée nocturne dans une obscurité si dense que nous ne pouvions pas voir la tête de nos chevaux à travers un pays hostile qui offre des avantages aux guérilleros, sur une route dont les ponts avaient été détruits par les ennemis, obligeant ainsi nos troupes à traverser les rivières à gué. À moins d'un demi-mile de là, nous avons découvert un poste de piquet. Une charge de l'avant-garde a été lancée contre le poste de piquet pour découvrir qu'ils s'étaient repliés vers leur réserve. Un galop d'un demi-mile amena les troupes en vue des feux de camp du poste, autour desquels nous pouvions voir les sentinelles emballer précipitamment leurs affaires, se préparant à rejoindre leurs camarades au camp Finnegan. » Même si les fantassins surprennent et rattrapent les sentinelles, les rebelles à l'intérieur de la base sont d'une manière ou d'une autre alertés, et beaucoup parviennent à s'échapper. Le camp Finnegan est facilement remporté. James H. Clark du 115e régiment de New York a noté les provisions laissées dans le sillage de la retraite des rebelles. Le camp a été abandonné précipitamment. On y a trouvé des cochons suspendus fraîchement préparés, des marmites de bœuf fumant sur le feu, des assiettes de gruau chaud et de foie sur la table, ainsi que des papiers et des livres éparpillés partout. Les officiers rebelles se sont à peine arrêtés pour s'habiller et ont laissé leurs manteaux et leurs épées derrière eux pour les redoutés Yankees. À seulement 25 ans, le colonel Guy V. Henry commandait le 40e régiment d'infanterie volontaire du Massachusetts, ainsi que toute la brigade de cavalerie lors de l'invasion de la Floride. Agissant comme avant-garde, ils prennent ensuite la ville de Baldwin sans résistance le 9 février et avancent vers la plantation Barber. Barber, lui-même l'un des hommes les plus riches de l'État, possédait plus de 25 000 têtes de bétail et des dizaines d'esclaves. Tout ce que le régiment de Henry trouva cependant fut une plantation pratiquement abandonnée. Les seuls habitants restants étaient une femme, peut-être sa femme, et 2 enfants. Henry perd 5 hommes dans l'embuscade, tandis que les confédérés n'en perdent que 2. 70 prisonniers rebelles sont capturés. Les plus de 30 blessés sont emmenés à la maison de Barber et placés sous la garde du médecin de l'Union. Les soldats de l'Union sont enterrés au pied d'un arbre près de la rivière. Un soldat prend son couteau et grave une croix dans le tronc. C'est un hommage simple et définitif à ses camarades tombés au combat. Alors que Henry et ses hommes dînent ce soir-là dans la petite ville de Sanderson, ils se doutent peu du tournant que l'invasion est destinée à prendre. Ils quittent Mount Sanderson à 2h du matin le lendemain pour Lake City. 9 heures plus tard, et à seulement 5 km de leur objectif, les hommes d'Henry rencontrent une ligne de bataille des forces confédérées dans les bois. Du côté confédéré, le lieutenant John Porter Fort se tient avec ses hommes sous l'ordre d'attirer les forces fédérales pendant que Lake City est évacuée. Le brouillard est si épais que l'ennemi n'apparaît qu'à environ 75 mètres de la ligne défensive. Confronté à des forces ennemies qui s'étendent sur un mile, Henry fait preuve de prudence et ses hommes battent lentement en retraite sur la route depuis la ligne de tirailleurs. Avec peu de ravitaillement et 34 miles le séparant de l'infanterie, le colonel Henry et ses hommes passent la nuit sous une pluie battante. Alors que Henry et ses troupes envahissaient sans difficulté, l'armée confédérée s'organisait rapidement, passant d'une petite force à une armée redoutable. Tout cela grâce à la prévoyance du brigadier général Joseph Finnegan. Cet immigrant irlandais de 49 ans était responsable des districts du centre et de l'est de la Floride pour la Confédération. Opérateur ferroviaire établi en Floride avant la guerre, Finnegan manquait de l'expérience militaire de certains de ses homologues. Après avoir appris le mouvement de l'Union, il demanda rapidement plus de soldats,
pour renforcer ses maigres effectifs après l'escarmouche à Lake City. Cette expédition est vraiment redoutable, et organisée comme elle l'est, avec une force aussi importante de cavalerie ou d'infanterie montée, elle menace d'entraîner des résultats désastreux à moins d'être immédiatement arrêtée par une force suffisante. L'ennemi fortifie Baldwin, et d'après ce que je comprends, une position sous Little St. Mary's. Je devrais avoir plus de cavalerie pour empêcher leurs forces montées supérieures de faire des incursions dans les riches comtés d'Alachua et de Marion, et non seulement d'emmener les Noirs par la rivière St. John's, mais aussi de détruire les grandes quantités de sucre et de sirop qui n'ont pas encore été envoyés au marché. L'approvisionnement en bœuf de la péninsule sera, bien sûr, suspendu jusqu'à ce que l'ennemi soit chassé. Je suis retranché ce soir à l'Ulysse et j'ai environ 1800 fantassins, 450 cavaliers, ainsi que 2 batteries et une section d'artillerie. Il n'est guère prudent d'avancer contre une force de cavalerie aussi nombreuse, qui peut opérer par des marches forcées de nuit sur ma ligne de communication et peut-être me couper de la Floride centrale en faisant un détour à travers la campagne et une descente soudaine sur le pont du Suwanee à Colon, où je n'ai que 30 hommes. Je ne doute pas que le général commandant apprécie la situation dans ce district et qu'il prendra les dispositions nécessaires pour sa défense dans la mesure des moyens dont il dispose. Il est cependant évident qu'avec la force importante et bien équipée de l'ennemi, guidé par des traîtres connaissant chaque partie du pays et connaissant la position et la force de mon commandement, tout le district sera perdu à moins que des renforts n'arrivent à temps. Au 11 février, le général Finnegan reçoit environ 600 soldats supplémentaires pour repousser le raid de l'Union sur Lake City. Les renforts confédérés continuent d'arriver sous la forme de brigades commandées par le brigadier général Alfred H. Colquitt, le colonel George P. Harrison et le colonel Caraway Smith. Autrefois oublié par le gouvernement confédéré, il semble que la Floride reçoive enfin le soutien dont elle a toujours eu besoin. Les envahisseurs fédéraux, quant à eux, souffrent de leurs propres querelles internes. Dans une lettre adressée au général Gillmore le 11 février, l'audace du général Seymour refait surface. Je suis convaincu qu'une avancée vers Lake City n'est pas admissible dans l'état actuel des transports. Et en fait, ce qui a été dit sur le désir de la Floride de revenir maintenant est une illusion. L'épine dorsale de la rébellion n'est pas ici. La Floride attendra des victoires plus significatives ailleurs avant de s'engager. Je suis convaincu d'avoir de bonnes raisons pour cette conviction, et de nombreuses réalisations et trophées en témoignent déjà ici. Je recommande le retrait immédiat de la force. Depuis l'intérieur, que seul Jacksonville soit maintenu et que Palatka soit également tenu, ce qui permettra à autant de personnes unionistes de venir que celles qui voudront nous rejoindre volontairement. Ce mouvement va à l'encontre d'une stratégie solide et n'est probablement pas dirigé par le général Halleck, qui ne l'aurait certainement pas recommandé. Cette opération nécessitera bien plus d'hommes que ceux présents actuellement, car elle n'a pas été préparée de manière adéquate. D'après mes informations, Lake City sera défendue par plus d'artillerie et d'infanterie que je n'en dispose. Être contrecarré, vaincu, serait une triste fin pour un projet jusqu'ici brillant, mais pour lequel vous ne pourriez pas répondre en cas de problème devant vos supérieurs militaires, et Stickney, ainsi que d'autres, vous ont mal informé. La cause de l'Union aurait été mieux servie si Jeff Davis avait déplacé ce chemin de fer en Virginie plutôt que de rechercher des succès mineurs et non stratégiques en Floride, car les victoires doivent d'abord être décisives ailleurs avant de pouvoir reconquérir cet État avec un dévouement sincère. Le 14 février, Gillmore et Seymour se rencontrent à Jacksonville. Seymour a reçu des ordres précis de Gillmore. L'armée de l'Union doit se concentrer sur le renforcement des mesures défensives à Baldwin, Jacksonville et Barbers, plutôt que d'avancer davantage les des troupes. Après le retour de Gillmore en Caroline du Sud, laissant les forces fédérales entre les mains de Seymour, Seymour a décidé, contre la volonté de Gillmore, d'avancer vers la rivière Suwanee et de détruire le pont ferroviaire. Le 17 février, Seymour écrit « Les retards importants et imprévus de la locomotive, qui ne sera prête que dans 2 jours au mieux, m'ont contraint à rester là où mon unité pouvait être approvisionnée.
Je n'ai pas pu rassembler assez de provisions pour réaliser mon projet de me rendre à la rivière Soigny, mais à présent, je propose de partir sans provisions, même si je suis obligé de revenir sur mes pas pour m'en procurer, et dans le but de détruire le chemin de fer près de la Soigny afin qu'il n'y ait aucun risque d'emporter une partie de la voie. Toutes les troupes sont en train d'être déplacées vers Barbers, et quand vous recevrez ceci, je serai probablement déjà en mouvement au-delà de ce point. Gilmore envoie un officier pour arrêter Seymour, mais il est déjà trop tard. En allant vers l'ouest depuis Baldwin jusqu'à la Suwannee, Seymour et ses troupes passeront par Olustee et Lake City. Dans son orgueil, il ne prend pas en compte la présence confédérée déjà alertée. Après l'escarmouche de Lake City, le général Finnegan a déplacé son armée vers la position la plus défendable, la gare ferroviaire d'Olustee. À 10 minutes à l'est de Lake City, Olustee présente un couloir étroit et sec. Bordé par des marécages infranchissables au sud et le grand étang de l'océan au nord, l'endroit parfait pour une embuscade. Là-bas, retranchée à Olustee, l'armée confédérée attend avec impatience l'arrivée des soldats de l'Union envahisseurs. Seymour part avec ses 3 brigades commandées par le colonel William Barton, le colonel Joseph Hawley et le colonel James Montgomery, avec le soutien de la brigade montée du colonel Henry et de l'artillerie. Ils viennent de New York, du Connecticut et du New Hampshire. Parmi le corps de troupes, dont affiliés se trouvent 63 unités de soldats noirs, le légendaire 54e régiment d'infanterie du Massachusetts, l'une des premières unités noires, le 35e régiment des troupes de couleur des États-Unis, qui n'avait pas encore vu le combat, et le tout nouveau 8e régiment des troupes de couleur des États-Unis, qui comprenait également des officiers blancs commissionnés. Alors que l'armée du général Seymour quitte la plantation Barber pour Lake City, forte d'environ 5000 hommes, elle avance en 3 colonnes parallèles à la voie ferrée le long de la route de Lake City et Jacksonville. Le récipiendaire de la médaille d'honneur, Henry F. W. Little, du 7e régiment du New Hampshire, se souvient de ce matin-là. À l'aube, nous nous sommes discrètement mis en ligne et avons immédiatement traversé la branche sud de la rivière St. Puis nous sommes partis vers le front, ne nous arrêtant que quelques instants en atteignant la grande route traversant la branche pour laisser passer une batterie d'artillerie volante au galop. Le ciel était dégagé et, à l'apparition du soleil, il a réchauffé l'air frais matinal. Ce fut l'une de ces magnifiques journées floridiennes que seuls ceux qui les ont vécues dans la région des Everglades peuvent connaître. Il est tôt dans l'après-midi lorsque l'avant-garde commence à escarmoucher avec les cavaliers du Sud. Le colonel Caraway Smith de la brigade de cavalerie confédérée fut envoyé en avant pour avertir l'armée fédérale envahissante. J'ai découvert l'ennemi à environ 4 miles de notre campement, occupant et forçant le 2e passage du chemin de fer depuis Olustee. J'ai immédiatement signalé ce fait et ordonné au colonel Clinch d'avancer le groupe de tirailleurs à partir duquel le régiment devait attaquer les sentinelles ennemies, ce qu'il fit rapidement, et il menait l'attaque avec détermination lorsqu'ils furent confrontés à une force ennemie bien supérieure, ce qui les obligea à se replier vers leurs chevaux. Ils l'ont fait en bon ordre. L'ennemi a alors avancé avec toutes ses forces, engageant des escarmouches à notre arrière, ce à quoi notre arrière-garde a résisté, le maintenant en respect, tandis que la cavalerie se retirait en ligne et dans un ordre parfait. Les escarmouches ont continué jusqu'à notre arrivée au premier passage du chemin de fer après Olustee. À mesure que l'armée de Seymour avance, la résistance sudiste s'intensifie. Ce qui commence comme une escarmouche va bientôt éclater en une bataille majeure. Il est environ 3 heures de l'après-midi. Le 20 février 1864. Finnegan envoie plus de troupes dans la brèche sous le commandement du colonel Colquitt sur le terrain. Peut-être en réalisant que l'ennemi n'ira pas assez loin pour atteindre l'embuscade d'Olustee, ils se sont installés à environ 3 km de la gare d'Olustee.
J'ai trouvé l'ennemi avançant rapidement et notre cavalerie battant en retraite devant eux. J'ai envoyé un groupe de tirailleurs en avant et formé hâtivement une ligne de bataille sous le feu nourri de l'avant-garde ennemie. La ligne d'infanterie a reçu l'ordre d'avancer, ce qui a été fait avec bravoure, l'ennemi disputant le terrain et cédant lentement. M'apercevant que l'ennemi était en force, j'ai envoyé chercher des renforts et un nouvel approvisionnement en munitions. Le champ de bataille apparaît comme une parcelle circulaire de terrain plat, couverte de pins et d'un diamètre d'environ 1 km. Il se trouve à l'est de l'étang Océan et au nord des voies différées qui vont d'est en ouest. Contrairement à l'endroit prévu pour l'embuscade par Finnegan, cela place les deux camps sur un terrain relativement égal. La bataille dépendra uniquement de la force et de la puissance stratégique de chaque armée. La bataille d'Olustee a maintenant commencé, alors que le général Seymour envoie plus d'hommes, y compris le 7e Connecticut, le reste de la brigade Hawley, le 7e New Hampshire et le 8e régiment des troupes de couleur des États-Unis. Une erreur avec le 7e New Hampshire donnera à l'armée confédérée un avantage suffisant pour faire pencher la balance en leur faveur. Il est fort probable que cette erreur influence le cours de la bataille. Les ordres du général Hawley sont soit incorrects, soit mal compris, et le régiment se précipite sur 200 mètres de la ligne de front au milieu des tirs. Henry F. Little du 7e. Le général Hawley a ordonné le déploiement de la colonne sur la 5e compagnie, la compagnie porte-drapeau. Le colonel Abbott, répétant l'ordre clairement et distinctement, ordonna au bataillon de faire face à droite et à gauche. Quand le général Hawley réalisa son erreur, il dit « Sur votre 8e compagnie, colonel Abbott ». Réalisant son erreur, le général rectifia « Sur votre 10e compagnie, monsieur ». Toutes les compagnies, sauf la 10e, s'étaient déjà tournées à droite et à gauche et marchaient pour se mettre en ligne comme si elles se déployaient sur la 5e compagnie. Et sous les changements successifs d'ordre, les compagnies qui essayaient de se déployer en ligne furent très embarrassées. Et, étant sous un feu terrible de l'artillerie et de l'infanterie ennemie, et les mauvais ordres ayant été donnés et exécutés sur le champ, et la manœuvre ayant été partiellement exécutée avant que l'ordre correct ne leur parvienne, le bataillon était devenu tellement confus qu'il ne pouvait plus être reformé, bien que ces masses disloquées de soldats tenaient courageusement leurs fusils. Selon le colonel Hawley, quelqu'un a dû mal comprendre l'ordre, car une partie du régiment se trompait de direction lorsque moi-même, mon état-major et le colonel Abbott l'avons répété vigoureusement, mais en vain. Toute apparence d'organisation fut perdue en quelques instants, sauf pour environ une compagnie qui fit face à l'ennemi et ouvrit le feu. Le reste ne cessait de reculer, subissant le feu, qu'un peu de décision et d'énergie pendant quelques instants auraient pu arrêter, voire supprimer. Selon Little, les vieilles armes données aux hommes aggravent l'erreur. Mais l'erreur de nos officiers commandants ne pouvait alors être corrigée. Le sol se couvrait de plus en plus des corps des morts. Pourtant, ces braves hommes faisaient une face à l'ennemi. Et quelle efficacité pouvait-on attendre dans de telles circonstances? Bien que toute l'aile gauche fût armée de ces mêmes vieux mousquets qui avaient été échangés, certains des cavaliers rattachés à la troupe avaient été complètement rendus inutilisables pour une utilisation efficace en un moment pareil. La colonne brisée, qui avait maintenant perdu un tiers de son effectif total, ne céda que lorsqu'une partie de la brigade des couleurs fut amenée avec éclat et combla l'espace. Avec la déroute du 7e, le 8e, inexpérimenté, est encore plus exposé au feu confédéré. Le lieutenant Olivier Norton combat avec le 8e régiment. Après la guerre, Norton écrira 2 livres sur ses expériences pendant la guerre de sécession. Il a rejoint le 8e le 10 novembre 1863. Ses souvenirs d'Olustee offrent une perspective unique sur le rôle des soldats noirs dans l'armée de l'Union. Dans une lettre à son père, Norton déclare
Nous avons couru au pas de charge sur un demi-mile, sommes arrivés sous le feu de flanc, avons formé la ligne avec des fusils vides sous le feu, et avant même que les hommes aient pu recharger, beaucoup d'entre eux ont été abattus. Ils se sont comportés comme quiconque les connaissant l'aurait attendu. Ils étaient abasourdis, déconcertés, et alors que les balles sifflaient ou traversèrent leurs têtes, bras et jambes, ils se sont recroquevillés au sol comme des moutons effrayés sous une tempête de grêle. L'officier a finalement réussi à leur faire ouvrir le feu et ils ont quelque peu retrouvé leurs esprits. Mais là résidait la grande difficulté. Ils ne savaient pas tirer efficacement. Pris à revers, la chair et le sang n'en pouvaient plus. Sans attendre d'ordre, le colonel Friblé a commandé de battre en retraite lentement, en tirant pendant que nous reculions. Il est tombé, mortellement touché au cœur peu après. Où était notre général et où étaient nos troupes? Alors que le colonel Friblé du 8e régiment meurt et que le major Beurette a les 2 jambes brisées, il se retrouve sans commandement. 3e dans la hiérarchie, le capitaine R.C. Bailey rallie le régiment combattant au milieu du chaos et du carnage. On pourrait penser qu'un officier sait précisément quoi faire. Certainement. Mais cela jette un froid sur ce devoir lorsqu'on a la certitude que le commandant ne sait pas. Quand, avec 8 ou 10 hommes du régiment, vous n'en voyez que 2 ou 3 se battre et que vous sentez que vous êtes en train de vous faire battre à cause de l'incompétence de votre général, il est difficile de rester militaire. Le 8e se bat vaillamment mais subit plus de 300 pertes. Alors qu'ils sont forcés de battre en retraite, les confédérés prennent l'avantage sur le champ de bataille. Le général Colquitt fait avancer les forces confédérées et les fait progresser sur le champ de bataille. Avec l'arrivée des renforts de Finnegan et le soutien du colonel Harrison, Colquitt pousse la ligne de front d'1 mile de long, allant du nord au sud contre l'ennemi. Le général Seymour ordonne à la brigade new-yorkaise du colonel Barton d'avancer, et ils parviennent à stopper la progression et à stabiliser les lignes de bataille. Alors que les soldats des 2 camps continuent de tomber sur le champ de bataille sans protection, les confédérés reprennent l'avantage tactique en s'emparant de l'artillerie de l'Union et en la retournant contre leurs envahisseurs. Certains estiment que la proximité des armes avec les forces confédérées a rendu les opérateurs plus vulnérables à l'avancée de l'armée confédérée. Le colonel Barton aligne ses 3 régiments, le 47e, le 48e et le 115e de New York, en 3 lignes parallèles, comblant ainsi le vide fatal laissé plus tôt par le 7e et le 8e. À la fin de la bataille, la brigade du colonel Barton a subi une perte de 811 hommes. Le colonel George P. Harrison, Jr., du 32e régiment d'infanterie de Géorgie, se souvient de ce qui aurait pu être une faiblesse fatale pour l'armée confédérée. Des murmures circulaient parmi les 6e et 32e régiments de Géorgie, indiquant que les munitions s'amenuisaient et qu'aucun officier d'ordonnance n'était visible. Avec une pénurie de munitions, la situation peut facilement tourner à l'avantage de l'armée de l'Union. Désespérément, les soldats confédérés fouillaient même les corps de leurs camarades tombés pour trouver des munitions de rechange. J'ai informé le général Colquitt, qui a insisté pour que nous tenions notre position, affirmant que des munitions arriveraient bientôt. Je suis fier de dire que mon unité a obéi héroïquement à cet ordre, beaucoup tenant leur position pendant 15 à 20 minutes sans munitions. Harrison descend de cheval et, rassemblant autant d'aide que possible, ordonne à l'état-major et au courrier de l'aider à apporter personnellement des munitions depuis un wagon qui se trouvait à un demi-mile de là. Après plusieurs trajets, ils ont réussi à ravitailler notre ligne en munitions, permettant un feu rapide et efficace qui a forcé l'ennemi à se replier lentement tout en continuant à tirer. La rapidité d'esprit de Harrison et l'arrivée simultanée des renforts consolident dans l'avantage de la Confédération. Général Colquitt.
pousse les deux bataillons à avancer partiellement au centre de la ligne de bataille afin de gagner du temps pour que le reste de l'armée puisse recharger. Le général Seymour profite de la pénurie de munitions pour introduire un nouvel élément sur le champ de bataille. À 4 heures, les 35e troupes de couleur et le 54e régiment d'infanterie du Massachusetts, commandé par le colonel James Montgomery, sont amenés sur le champ de bataille. En se précipitant depuis la voie ferrée à l'est du champ de bataille, les hommes de Montgomery abandonnent tout équipement superflu pour gagner en rapidité et laissent derrière eux une traînée de sacs à dos et de matériel. Ils sont confrontés au carnage qui devient rapidement la bataille d'Olustee. Un soldat du 54e se souvient. À notre arrivée, sur ordre du général, nous avons couru au pas de course directement dans la ligne. Nous avons commencé avec des tirs nourris et l'ennemi a bientôt cédé sur environ 200 mètres. Même si les forces de l'Union sont en train de perdre la bataille, l'arrivée des 497 hommes et 13 officiers déstabilise temporairement les Confédérés. Alors qu'il semble d'abord que les forces de l'Union adoptent une posture défensive, il s'agit en réalité de fournir une couverture pour un repli stratégique. Colquitt, dont l'armée a refait le plein de munitions, avance agressivement ses troupes vers l'armée de l'Union. En envoyant les 6e et 32e régiments de Géorgie vers le flanc droit de l'Union et le 6e de Floride, déjà en mouvement de la même manière sur le flanc gauche, Colquitt façonne la ligne de bataille en une forme concave qui encercle l'armée de l'Union au centre et sur les côtés. En avançant avec une grande vigueur sur le centre, toute la ligne progressant comme ordonné, l'ennemi céda dans la confusion. Nous avons poursuivi l'ennemi sur plusieurs kilomètres jusqu'à ce que la nuit mette fin au conflit. Des instructions furent données à la cavalerie de suivre l'ennemi de près et de saisir chaque occasion de porter un coup favorable. Alors que le général Seymour commence la longue retraite vers Jacksonville, le 54e Massachusetts, la cavalerie fédérale et le reste du 7e Connecticut tiennent l'armée confédérée à distance. L'obscurité commence à tomber derrière les pins à 5h30 et le 54e se prépare à se disperser. Lançant de faux hurrahs pour simuler l'arrivée de renforts, ils battent en retraite en ligne et tirent derrière eux tous les deux à 300 mètres. Bientôt, ils rejoignent les forces de Seymour. Finnegan ordonne à Colquitt de poursuivre l'armée de l'Union en fuite, mais le général le convainc du contraire. C'est la cavalerie du colonel Smith qui apparemment ne parvient pas à appréhender l'ennemi en retraite. Par respect pour une suggestion concernant la fatigue des troupes, l'absence de rations et les inconvénients d'une poursuite dans l'obscurité, et à la suite d'un rapport d'un piquet de cavalerie avancé indiquant que l'ennemi s'était arrêté pour la nuit et avait pris position, ce qui s'est avéré par la suite inexact, j'ai retiré l'ordre. Pendant la durée de la bataille, et même après que l'ennemi ait cédé, j'ai envoyé à plusieurs reprises des ordres au colonel Smith, commandant la cavalerie, pour qu'il presse l'ennemi sur ses flancs et poursuive la poursuite. En raison d'une certaine méprise, ces ordres n'ont pas été exécutés par lui. La bataille est finie. Avec chaque camp comptant 5000 hommes, l'Union a subi 203 tués, 1152 blessés et 506 disparus, pour un total de 1861. Les Confédérés subissent 93 tués, 847 blessés et 6 portés disparus, soit 946 au total, soit presque la moitié de celui des forces d'invasion. La bataille entière a duré environ 3 heures et demie. Elle restera connue comme la bataille d'Ocean Pond pour certains, mais aussi comme la bataille d'Olustee pour d'autres. Les paroles du général Seymour à Gilmore lors de sa défaite. J'ai rencontré l'ennemi à Olustee et nous battons en retraite, beaucoup de blessés, une sacrée épreuve. Les morts de l'Union ont été enterrés si négligemment par les forces confédérées
que des cochons déterrent les restes quelques semaines plus tard à peine, laissant des os et des crânes éparpillés sur le champ de bataille. La défaite de l'Union en Floride met fin à la tentative de rallier la Floride à temps pour l'élection de Lincoln. Le général Gillmore, quelques jours après la bataille, a noté ceci à propos de la Floride. L'ennemi a envoyé une force si importante en Floride que je juge inopportun de tenter de faire plus pour le moment que de tenir la ligne du fleuve St. John's. La présence d'une force aussi importante que celle que le général Seymour dit avoir en face de lui montre l'importance que l'ennemi accorde à la Floride comme source d'approvisionnement. Le gouverneur de Floride, John Milton, a reçu ce qui suit du général Finnegan à la fin de la bataille. J'ai affronté l'ennemi aujourd'hui en force complète sous le commandement du général Seymour, et je l'ai vaincu en lui infligeant de lourdes pertes. J'ai capturé 5 pièces d'artillerie. Je tiens le champ de bataille ainsi que les morts et les blessés de l'ennemi. Ma cavalerie est à leur poursuite. Je ne connais pas le nombre exact de prisonniers, car ils arrivent continuellement. Parmi eux, je déplore la perte de nombreux officiers et soldats courageux. Le 26 février, le général Seymour a envoyé un drapeau de trêve et une lettre au général Finnegan. Dans la note, Tyle demande le retour du corps du colonel Fribley. Mais il resterait perdu et peut-être enterré parmi les morts qui vivent à jamais sur les champs de l'Ustie, maintenus en vie par l'histoire ensanglantée de cette terre. Il paraît que parmi les personnes enterrées se trouvaient également plusieurs soldats noirs assassinés par les Confédérés après avoir été faits prisonniers. Norton se souvient: Un drapeau de trêve de l'ennemi apporta la nouvelle que les prisonniers, noirs et blancs, étaient traités de la même manière. Oh, j'espère que c'est vrai, car j'ai juré de ne jamais faire de prisonniers si mes hommes laissés là-bas étaient assassinés. Le major général Hatch, après la bataille, soupçonnait certaines unités du côté confédéré. Il est maintenant connu que la plupart des hommes de couleur blessés ont été assassinés sur le champ de bataille. Autant que je puisse le déterminer, ces atrocités ont été perpétrées par les réguliers de Géorgie et les volontaires de Géorgie de la brigade de Colquitt. Comme beaucoup de ces soldats sont maintenant entre nos mains en tant que prisonniers, une enquête sur les circonstances pourrait être facilement menée. Tous les témoignages indiquent que les troupes de Floride n'ont pas participé à ces meurtres. Peut-être le récit le plus émouvant concernant les soldats noirs, un soldat du 8e l'a donné. Nous sommes restés ici pendant 2 heures et demie sous l'un des tirs les plus terribles que j'ai jamais vus. Et c'est ici, sur le champ d'Elustee, qu'il a été décidé si l'homme de couleur avait le courage de tenir sans abri et d'affronter les dangers du champ de bataille. Et quand je vous dis qu'ils sont restés debout, sous le feu de face, sur leurs flancs et dans leur dos pendant 2 heures et demie sans broncher, et quand je vous dis le nombre de morts et de blessés, je n'ai aucun doute sur le verdict de tout homme qui a de la gratitude pour les défenseurs de son pays, qu'ils soient blancs ou noirs. Le 2 juin 1865, le général confédéré Edmund Kirby Smith a signé les conditions de reddition, mettant fin à la guerre civile américaine. Le bilan total des deux armées était de 620 000 morts. Elle reste la guerre la plus sanglante de l'histoire des États-Unis, menée sur le sol américain par ses propres enfants. Pour l'armée de l'Union, la bataille d'Olustee est considérée comme la 3e plus sanglante de la guerre de sécession. En 1866, le lieutenant de l'armée américaine Frederick E. Grossman a dirigé un détachement pour récupérer les restes des soldats de l'Union. J'ai ramassé 2 charrettes et demi d'ossements. J'ai ensuite fait creuser une grande fosse de 5,50 m sur 3,60 m dans laquelle tous les ossements recueillis ont été déposés. J'ai compté 125 crânes humains parmi les restes. En considérant que les morts confédérés étaient principalement enterrés du côté sud du chemin de fer et qu'ils ont été inhumés avec plus de soin, leurs tombes sont aujourd'hui encore en parfait état. Il est juste de supposer que tous les restes recueillis sont ceux des soldats de l'Union.
Les restes ont été placés dans une fosse commune avec un monument en bois de 12 pieds portant l'inscription « À la mémoire des officiers et soldats de l'armée des États-Unis tombés lors de la bataille d'Olustei, 20 février 1864. » En 1873, la stèle avait été retirée. La Floride, comme beaucoup d'États du Sud, a radicalement changé à la fin de la guerre. À mesure que les esclaves étaient libérés, les ports se sont de nouveau ouverts au commerce. En 1868, le programme de reconstruction du gouvernement a commencé. Les troupes fédérales sont restées jusqu'à leur retrait en 1877. En 1909, la Floride a acquis le mémorial du champ de bataille d'Olustee, après que les Filles unies de la Confédération ont passé 12 ans à collecter des fonds pour celui-ci. Achevé en 1912 et inauguré le 23 octobre, l'inauguration du mémorial a attiré plus de 4000 personnes. Le Conseil des parcs et des monuments historiques de Floride a pris la responsabilité du site en 1949, moment où Olustee est devenu le premier parc de l'État. L'organisation de soutien citoyen du champ de bataille d'Olustee, en collaboration avec le service des parcs d'État de Floride et l'armée bleu-gris, organise chaque année une reconstitution. Commencée au Gator Bowl à Jacksonville en 1964, la reconstitution d'Olustee a été déplacée sur le site historique d'État en 1977. Cette reconstitution d'une bataille légendaire est la plus grande reconstitution annuelle du sud-est des États-Unis, avec des reconstitueurs venant de tout le pays pour revivre l'histoire. L'année 2014 marque le 150e anniversaire de la bataille d'Olustee. La meilleure façon de vivre cette histoire est de la voir prendre vie. Chaque mois de février est de marcher là où de nombreux hommes courageux se sont battus. Merci d'avoir regardé. Pour nous aider à créer plus de contenus historiques captivants, aimez cette vidéo, commentez et partagez-la avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, abonnez-vous pour continuer à faire vivre l'histoire.